Donc, bonsoir à tout le monde pour ce premier conseil de l'année 2021, toujours à huis clos donc, et filmé. Il n'y a pas de pouvoir, tout le monde est présent. Ok. Donc la secrétaire sera Annie Brissot ce soir. Et on va commencer avec le premier point qui concerne l'observatoire fiscal. Oui. Je l'ai. Micro. Ah, voilà. Hein? Ouais, voilà. Voilà, ça marche. Monsieur le maire, merci de me donner la parole. Mesdames et messieurs les adjoints, mesdames et messieurs du bonsoir. Voilà, donc nous avons deux petites remarques à faire sur le compte rendu du dernier conseil municipal, sur le point 5 et sur le point 6. Donc sur le point 5, sur la modification du plus, donc il y a eu des débats qui ont été assez importants. Donc bien sûr que l'article 20 du RI ne dit pas qu'il faut faire un compte rendu intégral des débats qui ont eu lieu, mais malgré tout, il faut qu'il y en ait une synthèse. Or, on a juste la présentation qu'en a fait monsieur le rapporteur qui nous a été exposé. Donc c'est sûr que dans ce texte, il n'y a aucun argument. Et si ce n'est le seul argument qui a été cité, c'était le fait que la commune était surendettée. Alors nous, ce que nous souhaiterions, c'est que eh bien, vous ayez le courage de l'écrire sur le procès verbal, puisque c'est le seul élément qui a été évoqué, puisque le reste, ce n'est uniquement que le texte qu'a lu le rapporteur. Donc c'est pas un compte rendu uniquement la lecture du texte. Voilà pour cette première remarque. Et ensuite, la seconde remarque, c'est sur le point numéro 6 divers. Donc, nous considérons que les questions orales ne sont pas des questions diverses, puisqu'il y a bien un thème de questions orales sur le règlement intérieur. Donc, il faut qu'elles soient portées comme étant des questions orales, et puis que l'on note également quels sont les élus qui les ont soumises à la lecture. Donc, lecture, il n'y a pas eu, chose que nous rectifierons la prochaine fois, mais on n'en est pas encore là. Voilà, donc ce sont bien des questions orales et non pas des questions diverses. Nous vous demandons de rectifier cela dans le compte rendu prochain. Merci. Ça sera rectifié sans problème. Donc on n'a pas parlé de surendettement, hein. Je ne sais pas où tu as trouvé ce terme-là. Simplement, Monsieur le maire, c'est facilement vérifiable puisque tout est enregistré. Donc, ouais. Donc je vais te lire juste un extrait d'une question qui avait été posée à l'Assemblée. Donc principalement destiné à informer le public des décisions prises par le conseil municipal. Cet affichage constitue aussi une formalité de publicité nécessaire au déclenchement des délais de recours contentieux à l'encontre des délibérations. En pratique, cette distinction n'est toutefois pas respectée. Le Conseil d'État a ainsi admis que la transcription des délibérations pouvait être faite sur un document unique communicable à toute personne en vertu de l'article L. 21-21-26 du Code général des collectivités territoriales. S'ils n'ont été communiqués que les comptes rendus des séances du conseil municipal et non les procès-verbaux demandés par la requérante, puisque c'était une requête, il ressort des pièces du dossier que ces comptes rendus tenaient lieu au sein du conseil municipal de procès-verbal. Il n'y aurait donc pas d'illégalité à ce que le même texte tienne lieu à la fois de compte rendu et de procès-verbal, dès lors que les décisions sont présentées de façon claire et que le document permet de répondre aux différents objectifs impartis. Donc on va pas... Je crois que c'est clair, on va pas discuter sur ce point-là. Non, je crois qu'il faudrait... Non, mais je crois qu'il faudrait que vous posiez des questions de fond et pas à chaque fois des questions de procédure.
ça fait perdre du temps. Et bon, tu sais que je t'ai dit qu'on respectait la loi, on répondait à tes questions. S'il y a des questions orales, on y répond, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on va passer à l'ordre du jour avec donc, le point numéro 1, l'observatoire fiscal. Afin d'optimiser ses ressources fiscales sans augmenter les taux, mais aussi afin de garantir une meilleure équité à ses administrés, la commune souhaiterait solliciter les services de l'Observatoire fiscal de la CAM pour bénéficier de son expertise. Je propose au conseil municipal d'accepter un projet de convention cadre de coopération pour la prestation de l'Observatoire fiscal à l'échelle intercommunale. La commune confierait à la CAM une mission d'aide à l'optimisation de sa fiscalité dans le cadre de la convention partenariale signée entre la DDFIP et la CAM sous réserve de l'acceptation par les services fiscaux. La durée de cette convention serait conclue pour une durée de 3 ans, reconductible une fois par tacite reconduction. Le montant annuel de l'adhésion est de 2 000 €. Cette convention partenariale entre la CAM et la commune comprend l'ensemble des frais de fonctionnement administratif ainsi que tous les déplacements nécessaires entre la CAM et la commune. Le tarif journalier pour les missions supplémentaires a été fixé à 190 € au 1er janvier 2021. Je propose aux membres du conseil municipal d'approuver ce projet de convention et d'autoriser Monsieur le maire à signer les pièces nécessaires à la réalisation de ce projet. Voilà, donc, est-ce qu'il y a des questions ou si tu peux, enfin, si tu veux expliquer C'est une convention qui avait déjà été mise en place auparavant. Donc la CAM met à notre disposition des moyens humains et matériels. Et c'est une mission un peu d'aide à l'optimisation de sa fiscalité. Hein. Voilà. Voilà, on a déjà eu Philippe Reverso, qui est la personne à l'aglo qui s'occupe de l'observatoire fiscal, donc qui est déjà venu et qui peut nous apporter pas mal d'informations et de compétences dans ce domaine de l'optimisation fiscale et de l'égalité fiscale également. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Ah, oui. C'est quelque chose de voilà. Oui, simplement, ça avait secondé l'action menée par la CCID locale, qui ne maîtrise pas forcément tout, parce que les sigles qu'emploie l'administration fiscale, bien, c'est quelquefois un petit peu compliqué, avec des références, divers articles, alors que M. Reverso, vous faites du moins l'observatoire fiscal, hein, qui le représente, lui le maîtrise beaucoup mieux, puis ils ont tous les outils pour, avec les différentes couches, pouvoir comparer ce qui est déclaré, ce qui est fait dans effectivement, voilà. Ce qui est fastidieux pour le CCID, il faudrait passer rue par rue, maison par maison, avec des sigles qu'on ne maîtrise pas fortement tout le temps. Et de manière à quelqu'un d'administration fiscale de venir nous aider, ils viennent une fois, 2 fois, puis après, voilà, ils ont une multitude de communes avec, vous savez, en plus, toutes les reprises d'emploi qu'il y a eu dessus, donc c'est compliqué. Oui, pour vous, ça a été, c'est assez relativement efficace, oui, tout à fait. Et puis, c'est garantir l'égalité de tous face à l'impôt. Voilà, il y a celui qui ne déclare pas, celui qui déclare, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas tous dans l'égalité face à l'imposition. Voilà, l'ami. Oui, la mission principale, ben voilà, c'est de repérer tout ce qui n'est pas déclaré. Si tu fais les piscines que tu ne le déclares pas, ben forcément, c'est une perte de revenus fiscal pour la commune. Et donc voilà, c'est utile d'avoir cette aide-là. Donc après, les tarifs sont... bon, il y a différents tarifs, c'est en fonction des bases fiscales communales. Donc jusqu'à 1 million d'euros, c'était 1 000 €. De 1 à 2 millions, c'est la tranche dans laquelle on se situe. Et donc, voilà, pour nous, c'est 2 000 € par an. On passe au point numéro 2. Pardon, excusez-moi. Donc, qui est-ce qui est contre ?
Des abstentions? Donc unanimité. Je vous remercie. Point numéro 2, subvention accordée par l'AGLO pour l'étude de la chapelle des Pénitents. Michel? J'informe le conseil municipal que la CAM avait octroyé une aide financière à la commune pour l'étude du diagnostic pour la restauration de l'ancienne chapelle des Pénitents Blancs. Afin de permettre l'encaissement de cette aide d'un montant de 2 570 euros et 15 centimes, une délibération acceptant cette subvention est nécessaire. Le conseil municipal est invité à accepter cette aide financière. Voilà, donc c'est une étude qui avait été faite sur la chapelle des... On entend là, c'est sur la chapelle des Pénitents. L'étude se montait à 7 908 euros hors taxe. Le conseil départemental avait participé pour 2 767. Et donc là, la participation de l'AGLO, 2 570 euros. Et cette délibération permettra donc d'accepter cette subvention. Des questions? Qu'est-ce qui est contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 3, le CIVOM, adhésion de la commune de Pollan. Alors, vous m'entendez? Monsieur le rapporteur informe le conseil municipal que le CIVOM du canton d'Agde a, dans sa séance du 16 décembre 2020, accepté l'adhésion de la commune de Pollan au service de la brigade d'enlèvement des tags. Conformément aux dispositions de l'article L. 5212-27 du CGCT, les membres du conseil municipal doivent délibérer sur cette adhésion. Voilà, donc c'est simplement l'adhésion de la commune de Pollan, et donc toutes les autres communes doivent passer au conseil municipal l'acceptation de cette adhésion. Je pense que personne n'est contre. Alors qui est-ce qui est contre? Oui, pardon. Petite précision, je peux? Ouais. Petite précision, ça va légèrement diminuer les frais dus au CIVOM pour nous, puisque une commune de plus diminue les frais pour tout le monde. Voilà. D'accord. Il y a plusieurs. Ouais, il y a plusieurs compétences, c'est-à-dire à laquelle. Oui, ça c'est l'enlèvement des tags. On les a fait intervenir, d'ailleurs ils devaient intervenir sur la chapelle de Saint-Antoine. Donc qui est-ce qui est contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 4, demande de subvention à l'AGLO pour le parking de l'Érette. J'informe le conseil municipal que le parking de l'Érette pourrait être réaménagé afin que des places supplémentaires de parking soient créées. Suite à notre demande, la CAHM s'est engagée à nettoyer cette parcelle. Un devis a été demandé afin de chiffrer les travaux d'agrandissement. Le montant des travaux de voirie, terrassement, mise en remblai, compactage de la forme avec la réalisation d'un revêtement bicouche s'élève à 35 150 euros hors taxe. Le montant concernant la construction d'un mur de soutènement étanche, dénivelé de 1,20 m entre la parcelle AB 833 et le parking, s'élève à 24 925 euros hors taxe. Je propose au conseil municipal de demander à la CAHM une aide financière. Voilà, alors le parking de l'Érette, donc tout le monde le situe. Il est à proximité des commerces. Il y a la possibilité, donc on a fait intervenir le cabinet de géomètre Roc pour bien déterminer sa superficie. Donc c'est un parking où on pourrait facilement, en l'aménageant, donc comme on va le faire, placer une douzaine ou une quinzaine de véhicules supplémentaires. On l'a fléché à partir du café pour que ce soit bien précis, et donc ça permettra aux gens qui résident dans le vieux village de stationner leur voiture la nuit, et puis dans la journée c'est un
parking qui est quand même pas loin des commerces, donc il y a toujours de la difficulté à se garer pour aller dans les commerces. Et là, quand on est garé sur ce parking, bon, c'est même pas une minute à pied, donc je pense qu'on peut se garer et faire l'effort. Ceux qui habitent en haut du village, ben, ils descendent à pied dans les commerces. Donc ça permettra donc de libérer des places et de sanctionner les gens qui se garent mal devant les commerces, étant donné que des places seront proposées. Donc là, voilà, ce sont les travaux qui sont prévus. Donc est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Donc qui est-ce qui est contre? Des abstentions? Je vous remercie. On passe au point numéro 5. Demande de subvention à l'État, la communauté d'agglomération, au conseil départemental et au conseil régional concernant des travaux de restauration de la chapelle des pénitents. Bonjour Patrick. Suite à l'étude réalisée par le cabinet BETS Aigouin, il est nécessaire de réaliser des travaux de restauration et de confortation sur la chapelle des pénitents, à savoir installation d'échafaudage, reprise structurelle périphérique du bâtiment, avec réalisation de 2 chaînages périphériques extérieurs et intérieurs, avec complément pour coffrage et témoin des zones dans le vide, élévation de murs en agglo, réalisation d'agrafes ancrées en béton armé, décroutage d'enduit et jointement des parements au mortier de chaux, giclage partiel de la façade. Le montant de ces travaux s'élevant à 64 305,31 €, Monsieur le rapporteur demande aux membres du conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire à demander une aide financière auprès de l'État dans le cadre de la DETR et de la DSIL, de la CAHM, du conseil départemental et du conseil régional. Voilà, dans la chapelle des pénitents, donc c'est une convention qui lie la commune et l'évêché qui est propriétaire, donc c'est un bail amphithéotique de 99 ans. Donc nous en avons la disposition, mais nous en avons également l'entretien. Donc le toit avait été refait, mais aujourd'hui, depuis quelque temps, vous avez pu voir, si vous passez dans la rue, on a fait mettre un filet de protection. Il y a des fissures qui se créent, des fissures extrêmement inquiétantes. Donc on a demandé une étude à l'expert qui a travaillé sur la chapelle du château, qui est donc spécialisé dans les monuments anciens, donc qui est venu voir, et donc qui a proposé cette série de travaux qui vous est proposé, donc pour la somme qui vous a été annoncée et qui semble nécessaire parce que là le mur se fissure de manière vraiment inquiétante. Alors on a demandé également à Christophe Munoz de nous faire des fouilles pour voir au niveau des fondations. On est descendu, je crois, assez bas, hein, à 1 mètre, 2 mètres, pratiquement 2 mètres de profondeur pour vérifier donc il y a des fondations, il y a une base qui semble solide. C'était pour voir également si le sol n'était pas humide ou s'il n'y avait pas des problèmes d'eau. Donc on va encore les revoir vendredi matin, et puis on avisera parce que ça paraît extrêmement urgent de réparer ce mur pour éviter un accident ou qu'il ne s'écroule. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Oh, ouais, vas-y. Effectivement, si les travaux ne sont pas effectués, ça va s'écrouler, le bâtiment serait à refaire complètement, puisqu'on en est. Oui, ben de toute façon, le toit a été refait, donc là, on peut pas faire autrement que d'engager ces travaux pour
il faut espérer mettre définitivement cette chapelle en état et pouvoir après en faire lui trouver une utilité. Donc, qui est-ce qui est contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 6 concerne une demande de subvention FAIC pour le chemin du cimetière. L'allée du cimetière, hein, en fait. J'informe le conseil municipal qu'un devis a été demandé afin de réaliser la réfection du chemin du cimetière. Le montant des travaux hors taxe est estimé à 21 546 €. Je propose de solliciter auprès du conseil départemental, dans le cadre du FAIC, Fonds départemental d'aide aux communes, une aide financière afin de réaliser ces travaux. Voilà, alors l'allée du cimetière, ben, bon, le cimetière, c'est quand même un lieu où tout le monde, malheureusement, va à un moment ou à un autre pour assister à des enterrements ou pour visiter les tombes. Et c'est vrai que l'allée est complètement détruite par les pins, hein. C'est le problème des pins. Il y en avait autrefois une grande allée de pins, elle a été remplacée par une autre allée de pins et c'est toujours le même problème. Alors on va refaire cette allée, mais on va couper les racines des pins et on va mettre une fibre qui protège les racines, ou du moins qui empêche les racines de venir soulever le goudron, comme ça se produit systématiquement au bout de quelques années. Et donc là, les subventions dans le cadre de ces travaux sont souvent non pas assez faibles, mais les possibilités de subvention sont faibles. Donc là, il n'y a guère que le département, dans le cadre du FAIC, qui peut nous aider. Donc c'est la demande de subvention qui va être faite. Est-ce qu'il y a des questions? Qui est contre? Des abstentions? Je vous remercie. Point numéro 7, il s'agit d'une demande de subvention auprès de la CAF pour des achats de mobilier pour le centre de loisirs. Monsieur le rapporteur informe le conseil municipal qu'un devis a été demandé pour l'achat de mobilier. Panneaux d'affichage, meubles bas et bibliothèque. Le montant de ces achats s'élève à 665 € hors taxe. Monsieur le rapporteur propose au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à adresser un courrier d'intention afin d'obtenir le dossier de demande de subvention à la caisse d'allocation familiale pour l'équipement de l'accueil de loisirs. Voilà, y a-t-il des questions sur ces achats qui font partie du fonctionnement courant du centre de loisirs? Oui. Voilà, donc Chantal précise que les subventions peuvent atteindre 40% du montant des achats. Qui est-ce qui est contre? Des abstentions? Je vous remercie. On arrive au point numéro 8, qui est le rapport d'activité 2019 de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée. Le rapport d'activité 2019 de la communauté d'agglomération Hérault-Méditerranée a été adressé par mail à tous les élus, selon l'article L 5211-39 du Code général des collectivités territoriales, qui prévoit que ce rapport doit faire l'objet d'une communication. Je demande au conseil municipal d'acter ce document. Voilà, alors donc vous l'avez reçu, le rapport d'activité de l'agglo. C'est un document assez lourd. Dans la première partie, il y a les 17 budgets qui font partie de l'agglo, dont le budget principal, les budgets pour chaque parc d'activité économique, le budget pour les ordures ménagères, pour la GEMAPI, pour le transport, pour l'eau et l'assainissement. Donc vous avez tout ça dans la première partie. Et puis la seconde partie, c'est le rapport d'activité. Donc il est assez volumineux puisqu'il y a 217 pages, mais c'est assez intéressant à lire en diagonale. Hein. Ça permet de comprendre un peu mieux comment fonctionne l'agglo, quels sont tous les secteurs qui sont concernés.
Donc, qu'est-ce qu'on peut retirer? Ben, dire que le budget de l'agglo, le budget de fonctionnement est de 56 millions, un peu plus de 56 millions d'euros. Le budget d'investissement est de 20 millions d'euros à peu près. Pour avoir un ordre d'idée, disons. Le nombre d'agents à l'agglo est de 487. Alors concernant le budget, alors ça ne fait pas partie du rapport, hein, puisque ça concerne 2019, mais les recettes de l'agglo dépendent d'une part de la taxe d'habitation, dont le taux perçu est de 10,88. Ensuite, la taxe sur le foncier non bâti, dont le taux est de 3,45. Et la contribution foncière des entreprises, puisque c'est l'agglo qui a cette compétence-là, de 33,40. Alors il faut savoir que vous connaissez tous les difficultés qu'ont les collectivités en ce moment, et notamment donc l'agglo qui a perdu une partie de ses ressources. Alors là, c'est pas pour ce rapport-là, c'est pour l'année 2021. L'agglo a perdu une partie de ses ressources, et donc par le manque d'activité, le manque d'activité touristique notamment, qui a influé sur la CFE. Donc pour l'année à venir, pour l'année 2021, l'agglo va faire passer le taux sur le foncier bâti, qui jusqu'à présent n'était pas perçu, était de zéro, hein. L'agglo ne percevait rien sur le foncier bâti, et donc là ce taux va passer à 2,75% pour équilibrer les budgets. Voilà un peu les informations que je voulais vous donner. Après, vous avez donc tout loisir de lire ces 217 pages qui vous instruiront sur le fonctionnement de l'agglo. Est-ce qu'il y a des questions? Oui? C'est pas une question, mais juste une remarque pour essayer pas d'éclairer, pas cette présentation-là, mais voilà, quand on fait le cumul des budgets consolidés, fonctionnement et investissement de l'agglo, et si on le divise par le nombre d'habitants global de l'agglo à peu près à 80 000, pour pas tomber dans le tour de virgule, on arrive à 1820 euros par habitant. Donc si on le multiplie par, à l'époque, c'était 1160 habitants, ça voudrait dire que l'agglo aurait dû, en termes d'investissement et de fonctionnement, investir sur Castelnau 2 111 000 euros. Donc on en est très très loin, hein. Donc je crois qu'on a une fourchette de progression qui est très très importante. Donc il ne faut surtout pas se priver, comme nous l'avons fait, comme vous le faites, de demander une subvention à l'agglo, parce que l'argent, il existe, même si en 2021, il va y avoir peut-être des recettes inférieures, mais en attendant, il y a des sommes colossales qui sont dépensées, et donc c'est un juste retour que ce qui est pris sur les taxes foncières d'habitation, ou que la commune ne perçoit pas, qui est malgré tout à hauteur de ce que nous pouvons représenter, qui est également un juste retour. Ce que je vous signale malgré tout la hauteur de la somme par rapport à ce que nous avons en retour, quoi. Oui, bon, on se prive pas de demander, on se privera pas de demander des subventions et des aides à l'agglo. Bon, après, oui, mais donc on continue. Bon, l'agglo investit dans la bergerie, c'était aux alentours de 350 000 euros. Dernièrement, donc elle a fait des travaux sur la chapelle du château. Donc là, au final, il y en aura. Oui, oui, mais elle nous concerne aussi. Donc, on continuera de demander à l'agglo, et on aura des réponses positives. Pour la chapelle. Donc il est quand même normal que l'agglo investisse dessus, puisque ça lui appartient, contrairement au Château Lorraine, qui lui appartient à la ville d'Agde. Voilà, et donc l'agglo investit quand même beaucoup plus sur le Château Lorraine que sur ce qui lui appartient ici. Voilà, donc c'est quand même normal, quoi. Ça, c'est un autre débat. Donc, qui est-ce qui est contre? Des abstentions? Je vous remercie. Bon, je pense qu'il n'y avait pas besoin de... Oui, non, il n'y avait pas besoin de... Bon. Comment? Ben, on vous l'a transmis quand même, ce rapport. Oui. Non, mais
Alors, non, mais bon, je pense que c'est pas la peine de le voter. C'est une information. On est obligé voilà, de le passer. Voilà, le vote est inutile sur ce point. Non. Voilà, voilà, vous avez pris connaissance. Point numéro 1 concerne le service civique de demande d'agrément. Le service civique. Le service civique s'adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, élargi aux jeunes en situation de handicap jusqu'à 30 ans, sans condition de diplôme, qui souhaitent s'engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d'un organisme à but non lucratif, association, ou une personne morale de droit public, collectivité locale, établissement public ou service de l'État, pour accomplir une mission d'intérêt général dans un des domaines ciblés par le dispositif. Les jeunes bénéficiaires ou appartenant à un foyer bénéficiaire du RSA ou titulaires d'une bourse de l'enseignement supérieur au titre du 5e échelon ou au-delà bénéficient d'une majoration d'indemnité de 107,66 € par mois. L'indemnité de service civique est entièrement cumulable avec l'allocation aux adultes handicapés, AAH, et l'aide au logement. Il s'inscrit dans le Code du service national et non pas dans le Code du travail. Un agrément est délivré pour 2 ans, au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la structure à assurer l'accompagnement et à prendre en charge des volontaires. Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l'État aux volontaires, ainsi qu'à la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier. Les frais d'alimentation ou de transport pourront être couverts soit par des prestations en nature, accès subventionné à un établissement de restauration collective, soit par le versement d'une indemnité complémentaire mensuelle. Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d'accueil. Il sera chargé de préparer et d'accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions. Je propose aux membres du conseil municipal de mettre en place ce dispositif du service civique au sein de la collectivité. À partir du 1er mars 2021, le bénéficiaire de ce contrat sera affecté au centre de loisirs, à la cantine et à l'accueil de loisirs périscolaires. Son contrat d'une durée de 6 mois, à raison de 25 heures hebdomadaires, débuterait dès que l'agrément nécessaire aurait été donné à Monsieur le maire par la direction départementale interministérielle chargée de la cohésion sociale. Il est demandé au Conseil d'accepter la mise en place de ce dispositif, d'autoriser Monsieur le maire à demander l'agrément et à signer des contrats d'engagement de service civique avec des volontaires, ainsi que les conventions de mise à disposition, d'ouvrir des crédits nécessaires pour le versement d'une prestation en nature ou d'une indemnité complémentaire, de fixer cette indemnité complémentaire à 107,58 €. Voilà, donc est-ce qu'il y a des questions sur cette proposition de service civique pour le centre de loisirs? Oui? C'est nous qui recrutons. Là, une fois qu'on a l'agrément. Donc là, ce vote concerne la demande d'agrément. Donc il n'y a pas d'autres questions. Donc, qui est-ce qui est contre cette proposition? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 10
concerne la procédure de mise en concurrence pour une convention de participation relative aux risques santé et concerne les agents. Depuis plusieurs années, la commune cède sa gestion au CDG 34, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault, en matière de santé et de prévoyance des personnels actifs et retraités. Dans le cadre de la procédure de mise en concurrence, la commune doit donner mandat au CDG pour organiser cette procédure en vue de conclure une convention de participation relative aux risques de santé avec le ou les partenaires, le ou les mieux-disants. On peut conclure en effet avec deux partenaires, un pour la santé, un pour le maintien du salaire. Il faut savoir qu'à compter de 2026, les collectivités seront tenues de participer à 50% du montant de la cotisation des agents. Je demande donc au conseil municipal de bien vouloir donner mandat au CDG 34 pour organiser une procédure de mise en concurrence en vue de conclure une convention de participation relative aux risques de santé. Voilà, donc Lucette a résumé ce qui était cette proposition. Donc c'est le centre gestion met en concurrence tous les 3 ou 4 ans et retient les deux meilleurs mutuelles. Ensuite charge, les agents peuvent les accepter ou pas, c'est pas, ils ont le choix. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ce point? Oui. Oui. Oui, bah, voilà, ils le font tous les 3 ou 4 ans. Je n'ai plus... Oui, bien sûr, ils peuvent adhérer ou pas. Voilà. Le centre de gestion, une fois qu'il a fait l'appel à la concurrence, il donne les deux meilleures propositions et les agents choisissent ou ne choisissent pas, peuvent en prendre l'autre. Donc, qui est-ce qui est contre? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 11 concerne l'allocation de l'appartement au premier étage de la rue Néréide. Je vous informe que le logement qui a été rénové au premier étage du rue Néréide a été libéré le 17 novembre 2020. Il avait été loué en urgence au mois de juin et il est affecté pour les demandes de logement d'urgence. Ces locations de courte durée peuvent être demandées dans le cours de l'année. Bon, là, on avait une demande effectivement d'une très jeune femme avec peu de moyens qui aurait pu être intéressée et qui était de Pézenas, donc qui a trouvé sur Pézenas. Et ce que nous souhaiterions, c'est pouvoir fixer le loyer de cet appartement, sachant que pour les demandes de location d'urgence ou de relogement, cet appartement ne permet qu'à un couple de s'y installer, une personne seule. Pour une famille, ça va être beaucoup trop petit puisque ça fait une trentaine de mètres carrés et que les communes de Pézenas et d'Agde, de toute façon, sont en partenariat pour pouvoir solutionner une demande de logement d'urgence. Et pour le moment, nous ne pouvons pas loger des familles en attendant que l'appartement qui est au plan du Beffroi, au 6 plan du Beffroi, se libère. Donc la proposition faite aujourd'hui serait de fixer le loyer de cet appartement qui était de 200 € l'année dernière à 200 € par mois pour l'année 2021. Bon, c'est juste un appartement de tremplin où la preuve en est que la dernière location n'a duré que quelques mois. En attendant de solutionner d'autres possibilités de logement. Voilà. Si vous avez des questions. Oui. Oui, on parle bien de l'appartement que nous avions réservé pour l'accueil d'urgence pour les femmes en difficulté. Voilà. On parle bien de celui-là, donc c'est pas au mois de juin qu'il avait été loué, c'était un barin. Mais c'est pas ça le plus important. Donc, je crois que là. Il a été loué à partir du mois de juin sur un contrat avec un bail d'un an. On a été pris sur
sur la location. Il était pas en location d'urgence, il a été en logement Déjà, d'urgence cette notion, sans rémunération. déjà, cette notion avait À partir du mois de mars, jusqu'au mois de juin, simplement la personne qui était dedans a souhaité avoir un bail pour pouvoir y rester le temps de solutionner sa situation personnelle. Je pensais que c'était après le mois de juin que le bail avait été signé avec la dame qui l'occupait par là. Je sais pas. Non, mais c'est pas grave en soi, c'est juste que les dates dans ma tête s'alignaient pas. Voilà. Donc nous n'avons pas changé de position par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est de plus en plus médiatisé, les besoins d'accueil des femmes en situation d'urgence. Donc c'est peut-être pas un grand appartement, mais les personnes en besoin d'urgence, vous avez un roman avec 15 petits. Et donc on était dans notre position, c'est-à-dire que nous on est opposé à la location de cet appartement. Alors là, pour avoir une réponse précise de la location de cet appartement, c'était le 24 juin. Voilà, donc c'était bien au mois de juin. Plutôt que de laisser cet appartement vide, effectivement, ça peut servir à quelqu'un pendant 2-3 mois de logement. Ça peut être un étudiant qui est là pour quelques semaines ou autres et avoir la possibilité de le faire sans attendre la décision du conseil municipal à chaque fois. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou d'autres questions sur ce sujet? Je rajouterai simplement ça, c'est bon, que je regrette aussi. Je regretterai simplement que pour justifier qu'on se sépare de cet élément essentiel, on nous parle de Florensac ou de Besançon. Les hébergements d'urgence, justement, un outil comme celui-là, je trouve dommage qu'on s'en sépare pour l'objet, en tout cas, auquel il était destiné. Voilà. Alors tout dépend ce que tu appelles logement d'urgence. D'une part, on ne se Je peux te répondre. Oui, mais je voilà. te réponds aussi. Voilà, je te réponds aussi. Tout dépend de ce que tu appelles logement d'urgence. Donc après, ça va être un choix de vocabulaire. Un logement d'urgence, ça peut être aussi un étudiant qui va être sur le secteur pour une période de 2-3 mois et qui a besoin d'être logé, mais qui n'aurait pas les moyens d'être logé dans un appartement chez un particulier. Sachant qu'un logement qui représente une chambre avec toilette et salle de bain sur le palier, comme on dit, ça coûte sur le secteur 300 € par mois. Donc ça peut être aussi une possibilité d'utilisation de ce logement. Ensuite, passer par Agde et par, alors j'ai pas dit Florensac, c'était Agde et Pézenas, ce sont des communes avec lesquelles nous avons des conventions parce que ce sont des communes plus importantes avec des possibilités de logement. Je suis allée en visiter une sur Agde qui vient d'ouvrir et qui propose effectivement la possibilité de relogement pour des familles avec des conventions directes avec les assurances en cas de sinistre important sur une habitation. Je n'en rajouterai pas, mais on ne parle pas de la même chose. J'espère que tout le monde aura compris qu'on ne parle pas de la même chose. Oui, Laurent. Est-ce qu'on se garde le logement en logement d'urgence, comme il demande, s'il n'était pas loué? Est-ce que si... Voilà. Bien sûr. Bien sûr. Parce que c'est ça qu'ils veulent dire. C'est que il est plus à zéro, en fait. Et si j'ai bien compris. Voilà. Donc ce qu'ils demandent, en fait, c'est est-ce que si cet appartement n'est pas loué, est-ce qu'on peut quand même l'utiliser comme logement d'urgence gratuitement? Bien sûr, j'ai pas dit le contraire. Mais ensuite, on se retrouve tout de même avec un appartement. C'est très bien, tout n'est pas perdu, c'est très bien. Voilà, non, mais ça reste comme ça, sauf qu'en urgence, on peut avoir une autre situation à évaluer. Toujours dans le cadre du CCAS, forcément. Voilà. Très bien. Donc, qui est-ce qui est contre cette proposition? 3 votes contre. Des abstentions. Je vous remercie.
Alors, dans les divers, donc qui ne sont pas soumis au vote, pour information, donc je vous fais part de ma décision de supprimer la régie d'avance de recettes pour le service enfance-jeunesse par arrêté. Les prochains séjours organisés par ce service auront lieu uniquement en France, dans des structures où les paiements pourront se faire par mandat administratif à réception de factures. Donc ça, c'est une régie qui avait été créée parce que le centre de loisirs, à une époque, avait envisagé de faire des voyages à l'étranger, notamment en Espagne. Donc là, c'était nécessaire d'avoir une régie parce qu'on peut pas payer comme en France. Donc dans l'immédiat et dans un avenir proche, il n'y aura pas de déplacement à l'étranger. Donc cette régie était administrée par Karim Haddad, donc, qui est parti sur les Ignans-la-Sèbe. Donc elle ne se justifie plus et donc je vous propose de la supprimer par arrêté. Et donc le versement d'indemnité de régie et de nouvelles bonifications indiciaires qui allaient avec est évidemment supprimé. Et donc il était attribué à Karim Haddad. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur ce point, c'est une information. Hein. Ensuite, je vous donnais également une information sur l'affaire Belloc. Donc Belloc, la famille Belloc, c'est une famille gitane qui est installée sur la route d'Homme avec moult caravanes. Donc la municipalité